La pluie traçait des routes argentées sur sa tunique bleue. Elle serrait sa boîte à déjeuner comme si c'était tout ce qui lui restait. Sous le chêne centenaire qui dominait l'allée d'entrée, Maya Williams attendait que la tempête cesse de la définir. Les gouttes sappèrent de la couleur de son foulard, collaient ses cheveux sur la nuque, et la boue dessinait des sillons sur le bas de sa robe. Ses doigts, rugueux de nettoyage et de nuits trop courtes, tenaient la boîte en métal qui avait appartenu à sa propre mère. L'objet tenait la trace d'un autre temps, d'un autre monde où elle pouvait, parfois, croire qu'un repas chaud était un luxe possible. La porte du manoir claqua. La silhouette de Lucas Harding se découpa dans le hall éclairé, grande, impeccable, comme toujours. Son manteau noir, malgré la pluie, ne semblait pas souffrir. Il avait l'air d'un homme qui n'avait jamais appris qu'un vêtement pouvait se saler, ni qu'un pied pouvait glisser dans la boue. Il cria, d'abord des mots courts, secs, une indignation qui sonnait comme un verdict. Qui a fait ça? Qui a brisé ce vase? Eleanor, l'intendante, apparut derrière lui, visage fermé, mains jointes sur le devant. Sa voix, tranchante et parfaitement mesurée, désigna Maya sans hésiter. C'est elle. Je l'ai vue traîner dehors. Elle n'avait rien d'autre à faire que de traîner. Le regard d'Eleanor était une barricade faite d'habitude. La maison était sa sphère, et tout ce qui la menaçait devait être repoussé. Elle avait la force de ceux qui connaissent les couloirs, les secrètes, les chiffres non écrits, et la peur tenace d'être, un jour, remplacée. Maya n'avait rien dit. Les mots étaient bloqués au fond de sa gorge. Un petit col à travers lequel passait parfois un souffle d'enfant fatigué. Joshua, 5 ans, qui l'attendait dans leur appartement. Elle avait l'habitude de se taire. La honte avait cette lourdeur froide qui empêche la riposte. Elle pesa sur ses épaules comme un manteau qu'on ne peut ôter au milieu de la pluie. Un vase était tombé, fragment d'opaline, éclat scintillant sur le perron. Ce vase appartenait à la mère de Lucas. Sa valeur était, aux yeux de beaucoup dans la maison, inestimable, non tant pour la porcelaine que pour la mémoire qu'il portait. Inscriptions anciennes, photos, un air de filiation et de cérémonie familiale. Le bris fit plus que rompre une pièce d'argenterie. Il fissura une image de l'ordre établi. Henri, le jardinier qui avait l'habitude de travailler sous cette pluie-là, restait en retrait, un râteau plein de terre dans la main. Dans la loge de sa posture tranquille, il observa la scène comme on observe une plante qu'on n'a pas su arroser. Il connaissait Maya, il savait comment elle marchait, comment elle rangeait les assiettes, comment elle parlait bas à Joshua au téléphone. Pourtant, la maison parlait une autre langue, une langue où la culpabilité se transmettait par regard enclin. Lucas, déjà déformé par la colère, laissa la colère l'emporter sur le doute. Sa voix accusa. Il y avait là une faille, une autorité qui se maintenait en dehors des faits. Ramenez-la à l'intérieur, Eleanor. Sa décision fut plus une confirmation de son monde qu'une vérité examinée. Élémentaire, irréfutable, du moins pour lui, dans l'instant. On poussa Maya. On referma la porte sur son dos avec l'épaisseur d'un jugement. Elle s'effondra contre le tronc du chêne, les larmes mêlées aux gouttes de pluie, et la boîte à déjeuner froidement contre sa poitrine. Le chêne, témoin ancien de tout ce qui passait par l'allée, retint la scène dans ses racines. Un nom, une injustice, un éclat de verre. Maya pensait à Joshua et à la soupe qu'elle n'avait pas encore cuisinée. Pensait à l'heure où la fatigue lui donnait envie de pleurer, au lieu de se battre. À l'intérieur, l'air chauffé du hall gardait avec lui un parfum de bois et de cire, comme si la maison aspirait à effacer la boue du dehors en la réchauffant. Lucas quittait le manteau mouillé sur la porte-manteau, sourcils encore froncés. Il ne voyait pas du seuil la petite boîte argentée entre les bras de Maya. Il voyait seulement un désordre, un manque d'obéissance. Comme tant d'illusions, elle s'appuyait sur la certitude qu'un ordre social est toujours juste. Henry revint, silencieux, et tendit à Lucas une clé USB prosaïque, noire avec un autocollant défraîchi. Ses mains avaient l'habitude de caresser des pousses, des branches, mais pas des preuves. Pourtant, il l'avait prise sur la console d'un camion de livraison où, par hasard, la caméra extérieure avait déposé son enregistrement. « Regardez, c'est sur la caméra. Vous devez voir. »
Sa voix ne trembla pas, mais l'on sentait la pression d'une vérité qui n'attend plus. Lucas prit la clé. Il se déplaça vers la bibliothèque, alluma l'écran, et la pièce sembla se rétrécir autour de ce petit rectangle de métal. Les gouttes sur la vitre masquaient la maison. La vidéo s'alluma comme un cœur battant mis à nu. Sur l'écran, la nuit réapparaissait. La pluie, la silhouette d'Elénore qui se déplaçait, un geste trop brusque, un accrochage avec le vase. La main d'Elénore, on distinguait dans sa nervosité la fatigue d'un rôle défendu, heurta la table. Le vase bascula. Après, le plan montra la scène suivante. Maya qui sortait, surprise, paniquée, la boîte en main. Éléanore qui se précipita, qui poussa, qui pointa. Le montage ne laissait place à aucune accusation fidèle à Maya. La caméra avait vu. Il ne s'agissait pas d'un crime commis par la femme de ménage, mais d'un regret mal dissimulé, d'un geste couvert de honte. Lucas resta immobile. Ce qu'il voyait n'était pas un détail. C'était une fissure longue, qui s'élargissait dans tout ce qu'il croyait. La culpabilité s'installa dans sa poitrine comme un caillou. Il pensa à sa mère, à la vaisselle qu'elle avait chérie. Il pensa au manoir comme à un sanctuaire. Et pourtant, rien dans cette vision ne rendait justice au supposé instant. Il n'était pas un homme brutal, Lucas Harding. Il était un homme qui, souvent, cherchait le confort du jugement sans supporter le calme du doute. Il courut dehors. La pluie mordait sa peau, claquait sur le col de son manteau, et pour la première fois depuis longtemps, le froid n'était pas seulement physique, il venait d'une conscience éveillée. Maya était toujours là, sous le chêne, recroquevillée, tenant sa boîte. Quand il s'approcha, elle leva les yeux, remplis d'un mélange de défi et de lassitude. Sa respiration saccadée dessina des nuées. Il dit le premier mot qui, jusqu'alors, restait mystérieux dans sa bouche. Maya. Puis vint l'aveu inexplicitement lourd. Je me suis trompé. Ces mots ne refirent pas le vase, et ils ne lui rendirent pas le calme. Mais ils dénotaient un renversement. Il y avait désormais conscience du tort. Lucas abdique d'une supériorité mal assumée. C'était le premier geste pour franchir la barrière de leur monde partagé mais séparé. Il retira son manteau et le posa sur les épaules de Maya. Le tissu chaud entoura ses frêles épaules, comme une promesse trop fragile pour être tenue. On voyait dans ses mains, habituellement si précises, une maladresse qui provoqua une douceur inattendue. Il la conduisit à l'intérieur sous un silence qui n'était pas complice, mais réparateur. Les regards du personnel se firent plus aigus, certains relevant la surprise, d'autres la défiance. Elénore fut convoquée dans le bureau. Sa posture resta droite, mais l'on distinguait une fissure dans sa voix, comme si la façade de certitude était abîmée par quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Lucas prononça des mots rudes. « Vous êtes renvoyé. » Il fallut un moment avant que la froideur institutionnelle ne revienne, mais l'on sentait, derrière la décision, une hâte à réparer et un malaise. Il ne voulait pas rendre la justice seulement par la punition. Il cherchait à corriger une erreur qu'il avait supportée trop longtemps. Son choix fut autant moral que symbolique. Il fallait qu'une maison qui se disait juste commence à l'être. Après le départ d'Éléanore, Maya resta un instant, les mains encore serrées sur la boîte à déjeuner. Personne ne lui demanda de mots. Sa dignité se manifestait autrement, dans son silence, dans la façon qu'elle avait d'éviter les regards trop insistants. Lucas, qui avait l'habitude d'organiser des charités, des discours, trouva difficile de tenir un silence humain. Il balbutia une offre. « Si vous le souhaitez, nous trouverons une autre place, un salaire qui… » Des mots maladroits. Maya sourit faiblement. Non pas d'un sourire d'acceptation, mais d'un sourire qui pesait la réalité. Elle ne voulait pas d'aumône. Elle voulait de la considération et des changements concrets. Le lendemain, la maison se réveilla avec un battement d'ailes différent. Le personnel, qui avait souvent eu l'impression d'être invisible, se retrouva au centre de discussions nouvelles. Maya fut invitée à une réunion avec Lucas dans le petit salon des invités. Un endroit ordinaire pour la plupart mais significatif pour elle. On parlait rarement en face des hommes qui disposaient des clés. Elle, en revanche, occupa la chaise avec un mouvement discret. La chaise n'était plus celle d'un subalterne. On lui proposa un rôle, superviser l'équipe, aider à rédiger des protocoles, faire remonter les doléances. Ce poste,
si humble soit-il, portait une transformation. Pour la première fois, une femme de ménage était associée à la prise de décisions au manoir. Lucas, de son côté, fit face à un mélange d'hostilité et de curiosité. Les membres résidents du conseil, un chapelet de noms respectés et d'opinions établies, jugèrent la décision avec méfiance. Margaret Ellison, une membre influente, pencha la tête et dit que la réputation du manoir pouvait en pâtir. On ne pouvait pas se permettre des scandales. Elle voyait le monde comme un équilibre délicat où un geste mal mesuré entraînait une cascade. Lucas comprit qu'un seul geste public, même s'il était juste, déclencherait des ripostes. Sa position de pouvoir le mettait sous une loupe que les autres n'avaient pas. Maya prit ses fonctions comme on prend un pont provisoire, consciente qu'elle devait tenir son monde et se préparer pour les tempêtes à venir. Elle établit des petites règles qui furent, pour beaucoup, une révolution silencieuse. Horaires clairs et respectés, pauses payées, toilettes du personnel adaptées. Elle demanda la création d'une petite salle de repos, un lieu neutre où l'on pouvait déposer la fatigue. On appela cela, ironiquement, le wellness room. Pour elle, c'était simplement un endroit où l'on pouvait s'asseoir sans sentir que l'on volait un temps. Mais pour beaucoup de ses collègues, ce fut le premier signe visible qu'une réalité changeait. Les premières semaines furent un enchaînement de petites victoires et d'obstacles minuscules. Janet, qui travaillait dans la cuisine depuis 20 ans, pleura le premier soir après la réunion. Non pas de douleur, mais de reconnaissance. Carla, la plus gaie du personnel, fit une blague sur la couleur du café. Ces moments banals, jadis inexistants, devinrent des pierres angulaires d'un nouveau quotidien. Henri continua à tailler les haies, mais son regard, désormais, n'était plus seulement tourné vers la terre. Il observait les gens, notait les changements de souffle. Pourtant, une maison n'est pas un monde isolé. C'est un carrefour de regards et de rumeurs. Les murmures apparurent, comme toujours, d'abord comme des fuites minuscules. Une abonnée d'un journal local repéra un changement de personnel, un voisin remarqua des va-et-vient plus soutenus. Une photo floue prise depuis la rue d'un visage connu fit le tour d'un forum. Les réseaux, rapides comme des rivières, commencèrent à parler d'incidents et de renvois mystérieux. Un article, d'abord discret, mentionna une « mesure interne », sans nommer les personnes concernées. Le manoir, qui avait l'habitude de fonctionner dans un anonymat assez feutré, fut exposé à la curiosité d'un public qui aimait les histoires simples. Maya, consciente de ce double jeu, l'intime et le public, organisa des petites séances avec le personnel. On discuta des procédures, bien sûr, mais on aborda aussi la manière dont chacun percevait l'autre. On parla d'argent, d'horaire, de confiance. On parla surtout de Joshua. Sa voix se brisa quand elle évoqua le nom de son fils. Joshua était la patience vivante dans sa vie. Un enfant qui ne connaissait que la douceur d'une mère qui travaillait la nuit pour qu'il ait un avenir. Lucas, en apprenant la vulnérabilité persiste, s'engagea à verser un fonds pour aider les frais de scolarité. Non pas une charité spectaculaire, mais un soutien ciblé et durable. Ce geste, pour Maya, était un pont concret. Il n'effaçait pas la honte, mais il nourrissait l'espoir. Les journées prirent un rythme nouveau. On réaménagea une petite pièce au rez-de-chaussée, un espace lumineux avec des fauteuils dépareillés, des tasses, un petit réveil sur une étagère. On y déposa des plantes. On peigna un mur d'une couleur douce. Le wellness room devint une halte où l'on réapprenait à respirer. Les rituels du personnel se déplacèrent. La pause thé devint un temps pour se raconter des histoires, pour demander des congés, pour évoquer des douleurs qui n'étaient plus des secrets. Maya animait ses rencontres avec une humilité ferme. Elle savait ce qu'était la fatigue et n'aimait pas les grandes paroles. Elle parlait de mesures concrètes, de présentes solutions à des problèmes immédiats. Pendant ces semaines, Lucas changea moins en acte qu'en conscience. Il passa des nuits à lire de vieux cahiers, à fouiller des archives familiales qu'il avait ignorées par déni ou confort. Il trouva des lettres, des photographies d'enfants qui n'étaient jamais devenues visibles. Chaque page apportait son lot de regrets. Il prit des rendez-vous avec des avocats, discuta de budget, permit des audits internes. Mais il découvrit aussi la résilience d'un effectif soudé par des années de petites humiliations. Il apprit que la responsabilité,
ne s'achète pas seulement par des chèques. Elle se conquiert par la patience, par l'écoute, par des processus. Il eut des nuits blanches, non pas de luxe mais de conscience éveillée. Les tensions ne tardèrent pas à se manifester dans la maison, sous la forme d'une résistance plus organisée. Margaret Ellison convoqua une réunion du conseil. Nous ne pouvons pas compromettre la réputation du domaine sur un malentendu. Son argument était un filet, protéger les intérêts économiques, préserver une image. D'autres membres, plus pragmatiques, s'inquiétaient de l'impact sur les dons et les soutiens. Lucas sentit la pression. Ces décisions mettaient en question un équilibre économique délicat. Mais il était décidé à ce que cette maison ne fût plus seulement un théâtre de privilèges. Un matin, alors que Maya apportait le déjeuner à Joshua et qu'elle posait la boîte métallique sur la table de la cuisine modeste de leur appartement, elle trouva, glissé sous la boîte, un petit mot. Il était anonyme et bref. Ne vous imaginez pas au-dessus de ce que vous êtes. Le message n'était pas violent, mais il contenait la menace pétrifiée des regards amers. Maya le laissa poser. Elle savait que la route serait longue. Elle essuya la boîte, la posa devant Joshua qui sourit sans comprendre, et la vie, encore une fois, reprit son fil. Ce fut alors que la première véritable fissure publique se fit entendre. Un journaliste local, flairant un bon récit, demanda à rencontrer Lucas. Il posa des questions sur la gestion du personnel, sur les mesures prises, sur la responsabilité des dirigeants. Lucas répondit avec une honnêteté contrainte. « Nous avons commis une erreur. Nous essayons de la corriger. » Le journaliste nota chaque nuance. De son côté, Eleanor, encore furieuse et blessée dans sa dignité, donnait des interviews à voix basse, laissant entendre qu'un grand ménage de personnes à son niveau pouvait cacher d'autres vérités. Son discours n'était pas celui d'un monstre calculateur. C'était la voix d'une femme qui avait peur de perdre une place acquise et qui voulait se venger de l'humiliation subie. Puis, un soir, au milieu de ses réajustements, Henry trouva quelque chose d'autre. Il avait l'habitude de trier les vieux cartons dans la remise, là où la maison gardait des traces anciennes, des reçus, des carnets. Un cahier en cuir, poussiéreux, attira son regard. À l'intérieur, des annotations, des dates, des mentions d'un trust créé voilà des années pour le personnel. Il lut des noms, des montants, des lignes rayées et des initiales. C'était une histoire partielle, une esquisse d'un projet qui n'avait pas été mené à terme. Henry emporta le cahier à Maya, les doigts tachés de terre, le cœur rempli de la certitude qu'il tenait une clé. Maya ouvrit le cahier et comprit d'un coup que les choses avaient des racines plus profondes qu'un vase brisé. Il y avait des contes qui portèrent des oublis. Il y avait des promesses auxquelles on n'avait jamais donné de voix. Ce cahier n'était pas un trésor pour elle, c'était une feuille de route possible. Les mots griffonnés là parlaient d'un héritage matériel que quelqu'un, autrefois, avait voulu partager. Ils parlaient aussi d'un oubli, d'un écart entre la lettre et l'esprit. Maya sentit qu'elle ne tenait plus seulement la boîte à déjeuner. Elle tenait, peut-être, un futur pour Joshua et pour tant d'autres. Au même moment, dans le bureau des Harding, Lucas regardait la pluie comme on regarde une colonne de chiffres. Inexorable, régulière, révélatrice. Il savait qu'un geste de réparation ne suffirait pas. Il lui fallait trouver comment transformer des mots en structure. Il avait promis une enquête, des mesures, des fonds pour Joshua. Mais les vieux murs du manoir gardaient des surprises et des résistances qu'il ne maîtrisait pas encore. Les rumeurs s'accélérèrent. On parla de fuites internes, d'anciens relevés. Les téléphones sonnèrent. Une lettre anonyme arriva au domicile de Lucas. « Vous jouez un rôle que vous ne comprenez pas. » La menace, cette fois, était précise et glacée. Elle ne nommait pas qui en était l'auteur. Elle laissait simplement entendre que d'autres mains tiraient les ficelles. Et tandis que ce réseau d'ombre se refermait peu à peu, Maya regarda Joshua dormir. La boîte vide à côté d'elle. Il dormait comme s'il n'avait pas conscience que sa vie était, déjà, l'enjeu d'une histoire qui le dépassait. Elle posa sa main sur sa petite poitrine, sentit les battements réguliers, et se promit que sa fatigue ne dicterait plus ses choix. Ce serment ne fut pas grandiose, il était simplement humain, protégé pour un enfant, une lumière encore fragile. Si cette histoire vous touche,
Laissez un like et partagez votre ville en commentaire. La pluie, qui avait commencé comme un châtiment, commençait à ressembler à autre chose. Elle lavait, révélait, réveillait. Mais tout nettoyage porte en lui des éclats, et bientôt, il faudrait affronter non seulement les morceaux de porcelaine, mais aussi les feuilles jaunies d'un passé qui n'acceptait pas d'être remonté au grand jour. Lucas et Maya savaient que leur première victoire n'était qu'un seuil. Des voix allaient s'élever pour réclamer des comptes. Des alliés inattendus allaient apparaître. Et, derrière les murs, des vérités plus grosses que le vase les attendaient, prêtes à redessiner la maison, et ceux qui la gouvernaient. Les semaines qui suivirent la découverte du cahier furent une succession d'excavations, documents, conversations, et le patient grignotement des habitudes. Le cahier en cuir posé sur la table de la petite salle à manger de Maya devint une carte à déchiffrer. Les lignes, écrites d'une encre devenue pâle, révélaient des montants, des dates, des initiales. Il y avait des croix, des ratures, des petites notes en marge, comme si quelqu'un, à un moment donné, avait commencé à tracer une voie et l'avait abandonnée. Henri venait parfois, en silence, s'asseoir en regardant les pages, la terre encore dans les ongles, et rendre la poussière moins lourde par sa présence. Lucas engagea des experts, un cabinet d'audit indépendant, puis un avocat spécialisé en fiducie et héritage. Il n'y eut aucune volonté de secret cette fois. Au contraire, il insista pour que tout fût vérifiable. Il savait que la transparence ferait grincer des dents, mais il en avait compris le prix. Les relevés furent confrontés au cahier. Des lignes manquaient, des signatures étaient ambiguës. Les chiffres, qui semblaient hier rassurants, devinrent soudain des témoins muets d'omission. L'équipe d'audit trouva des transferts mal expliqués, comptes inactifs, signatures apposées sans justificatif. Le mot « détournement » fut prononcé dans une salle où l'air semblait soudain trop sec. Maya, de son côté, ne cherchait pas à jouer les héroïnes. Elle continuait sa routine. Mais désormais, sa boîte à déjeuner portait autre chose qu'un repas, la conscience d'un devoir plus vaste. Elle participa aux réunions, notant avec soin, posant des questions qui touchaient au concret. Comment seront protégés ceux qui témoignent? Quelle garantie pour Joshua si je dois prendre des jours pour le tribunal? Ces demandes, simples, obligèrent la maison à formaliser des pratiques qui n'avaient jamais été écrites. Elle refusait la place du pardon commode. Elle demandait la sécurité. Les résistances se consolidèrent. Margaret Ellison ramait contre le courant, usant d'arguments techniques. Les donations, les clauses légales, la crainte d'un effondrement des soutiens financiers. Dans les coulisses, des courriels circulaires, certains sibyllins, d'autres agressifs. Un donateur important exprima sa préoccupation. Un autre retira son appui. Lucas sentit la monnaie des visages changer. Il avait proposé en public des mesures de réparation. En privé, on lui montrait la facture du statu quo. Le conseil était un thermomètre d'intérêt. Chaque voix qui s'opposait ajoutait un poids que l'on pouvait sentir jusqu'aux os. Eleanor disparut des espaces communs après son renvoi. Les rumeurs faisaient le travail pour elle. Certains la dépeignaient comme une victime d'une décision hâtive. D'autres plantaient en elle l'image d'une manipulatrice. Mais les rumeurs n'étaient pas la vérité. Un soir, Maya reçut un appel anonyme. Une voix vieille et cassée donnait rendez-vous au vieux hangar derrière l'orangerie. Elle hésita, puis y alla. Eleanor y attendait, la silhouette repliée comme une poupée que l'on range. Elle parlait rarement. Sa bouche semblait avoir été entraînée à garder des confessions impalpables. « Vous pensiez que j'allais me laisser faire » dit Eleanor sans colère, plutôt comme on prononce un fait ancien. Ses mains tremblaient quand elle attrapa la manche de Maya. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir peur de finir sans rien. Je me suis battue ici toute ma vie. Et puis, un jour, il y a eu des factures, des urgences. J'ai déplacé des lignes. C'était pour tenir, pour que personne sache qu'on avait des trous. On m'a appris à corriger sans poser de questions. » Maya écouta. Elle sentit le vacillement d'un être humain qui, poussé par l'angoisse, avait franchi une ligne. Il y avait de la culpabilité dans la voix d'Eleanor, un mélange de défi et de défaite. Maya n'eut pas de mots pour apaiser une telle somme d'années. Elle posa la main sur l'épaule d'Eleanor, gesture simple, puis partit. Ce contact ne justifiait rien.
Mais il établissait un pont fragile. Ni la femme accusée d'hypocrisie, ni la femme qui détenait le cahier ne souhaitait une vengeance stérile. Les services d'enquête prirent le relais. L'agent Claire Denison, chargé par l'administration fédérale d'examiner les possibles fraudes, arriva avec des valises de dossiers et un calme de personne qui avait vu beaucoup. Elle expliqua, lors d'une réunion avec Lucas, Maya et les représentants juridiques, le processus. Nous allons suivre les traces bancaires, vérifier toutes les transmissions, interroger ceux qui ont signé. Les plaintes civiles peuvent aboutir à des réparations. Si nous retrouvons des actes pénaux, il y aura des poursuites. Mais notre objectif principal est de restaurer ce qui peut l'être. Sa neutralité fut une bouée pour certains, une menace pour d'autres. Les jours qui suivirent furent rythmés par des convocations, des recherches dans les archives et des allers-retours entre des bureaux d'avocats et la cuisine de la maison. On photocopia des pages, on scanna des registres. Les employés, autrefois invisibles, devinrent des acteurs centraux. Jeannette se remit à parler, d'abord timidement, puis avec la force de qui retrouve une langue propre. Elle raconta comment, autrefois, on l'avait poussée à signer des bordereaux sans comprendre, comment on l'avait habituée à la peur. Carla, toujours gaie, partagea des anecdotes sur des enveloppes qui disparaissaient, et sur des réunions où on abaissait la voix. Ces témoignages se tissèrent comme autant de fils qui, rassemblés, formaient une trame de responsabilité. La couverture médiatique s'intensifia. Les journaux, d'abord prudents, multiplièrent les titres. Les émissions locales invitèrent des analystes. La maison, jadis refuge, devint un objet public. Maya redoutait cette visibilité, mais elle comprit qu'elle pouvait convertir l'attention en vigueur pour le projet à venir. Elle commença à rédiger une liste de mesures qui lui semblaient nécessaires. Rétablissement des comptes, création d'un fonds d'aide d'urgence, inclusion d'un représentant du personnel au conseil de gestion du trust, formation juridique pour les employés. Elle voulait que ces règles fussent écrites, publiques, contraignantes. Puis vinrent les preuves matérielles. Le cahier n'était pas seul. Dans une boîte soudainement retrouvée, héritée d'un intendant précédent, apparurent des relevés bancaires, des lettres signées, des documents que l'on n'attendait plus. Ils confirmaient l'existence d'un trust destiné au personnel, avec des clauses précises. Versements annuels, une section destinée à l'éducation des enfants des employés, et un conseil consultatif à former. Les signatures semblaient authentiques. Certaines ratures montraient des modulations, mais le fil rouge était clair. Quelqu'un avait détourné l'héritage moral en faveur d'intérêts opaques. Lucas ressentit la responsabilité comme une douleur nouvelle, mais aussi comme de l'air. Il commença à comprendre que, pour être acteur d'un vrai changement, il devait aller au-delà de l'effacement des fautes. Il prit une décision qui étonna même ses plus proches conseillers. Il demanda la médiation d'un organisme tiers pour restructurer la gouvernance de la fondation familiale. Si je suis le seul à décider, tout peut retourner comme avant, confia-t-il à Maya un soir où ils parcoururent ensemble les plans de la future Williams House. Je veux construire un mécanisme où personne, même moi, ne pourra détourner une ligne sans que ce soit visible. La réaction du conseil fut vive. Margaret Ellison et d'autres membres y virent un renoncement dangereux. Nous perdons le contrôle d'un actif précieux, disait-on derrière des verres de whisky. Certains donateurs menacèrent de retirer leur soutien si l'on ne protégeait pas la marque. Une fraction des collaborateurs craignit que la maison ne perde son prestige. Lucas devait choisir, préserver une image ou risquer l'effondrement pour rendre justice. Il choisit la justice, conscient des coûts. L'enquête prit un autre tournant lorsque l'agent Denison reçut un appel anonyme signalant l'existence d'un ledger, un registre comptable parallèle, caché dans un mur du bureau des anciennes archives. Quand un artisan ouvrit le mur, l'on trouva une boîte métallique contenant des feuilles jaunies et un petit enregistreur vocal. Les feuilles relataient mouvements de fond. L'enregistreur, quant à lui, renfermait des voix anciennes, des échanges à demi avoués, des noms prononcés comme des clés. Ces éléments permirent d'élargir l'enquête au réseau de complicité possible. Les premières invitations à témoigner furent envoyées. Certains employés furent appelés, d'autres protégés par des immunités conditionnelles. Janet accepta sans hésiter.
Elle savait que sa parole pourrait coûter plus qu'un travail. Elle le fit pour ceux qui n'avaient plus de voix. Les jours de préparation avant l'audience furent intenses. Répétition de réponses, session avec l'avocate de la défense des employés, exercice pour rester fidèle aux faits. Maya, bien que réticente à monter sur une estrade, accompagna Jeannette. Sa présence fut une encre silencieuse. Le procès, lorsqu'il s'ouvrit, eut la solennité d'une ancienne maison qui se fissure. La salle d'audience embaumait le bois ciré et l'attente. Les procureurs présentèrent un dossier compact. Le cahier en cuir, les relevés bancaires, le ledger, l'enregistreur, et la clé USB qui avait révélé la première injustice. Les images de la caméra furent projetées à nouveau. Mais dans ce contexte, elles n'étaient plus un simple instrument de preuve. Elles étaient un symbole d'une maison qui enfin se regardait. Les tentatives de discréditer Jeannette furent prévisibles. Les avocats de la défense cherchèrent à montrer des contradictions, à questionner la mémoire, à suggérer des motivations personnelles. Mais Jeannette, qui avait vécu des années d'effacement, trouva une force dont elle ne se savait pas capable. Elle parla de la routine quotidienne, des enveloppes signées pour approbation, des discussions à voix basse. Elle parla des nuits passées à craindre une lettre, des regards qui évitaient ses yeux. Sa voix, d'abord timide, gagna en assurance. Quand elle décrivit la première fois où l'on lui avait demandé de signer un document qu'elle ne comprenait pas, la salle devint silencieuse. Il y eut un long moment où l'on n'entendit que le vent contre les vitres. Eleanor, quant à elle, comparaissait. Sa défense fut un fragile mélange d'aveux et d'excuses. Elle admit avoir modifié des écritures, mais justifia ses actes par la peur et par la croyance que personne d'autre n'assumerait la charge. L'on vit, dans les traits de son visage, une fatigue ancienne et l'ombre d'un amour mal placé pour une institution qui l'avait fait tenir. Dans sa déposition, parfois elle pleura, parfois elle se raidit, comme si deux femmes alternaient en elle, l'une qui demandait pardon, l'autre qui cherchait à se préserver. La preuve la plus lourde ne fut pas un chiffre, mais un témoignage. Le rapprochement entre la signature d'un versement et la note laissée dans le ledger, la voix sur l'enregistreur qui confirmait une directive, la correspondance qui liait des noms au transfert. L'audience dévoila plus qu'une faute. Elle révéla un mécanisme, une culture où l'on tacitement acceptait des détours. Les regards se posèrent sur les gestes quotidiens, sur les habitudes administratives qui autorisaient l'opacité. C'était comme si, en mettant au jour une clé mal tournée, on faisait basculer une serrure ancienne. La sentence, lorsque vint le temps des décisions, fut équilibrée, mais ferme. Le tribunal ordonna la reconstitution du trust, avec nomination d'un administrateur indépendant et la création d'un conseil comprenant des représentants du personnel. Des restitutions financières furent exigées, des sommes à destination directe du fonds d'aide et d'éducation, et des sanctions furent prononcées dans la mesure des délits prouvés. Pour Eleanor, le verdict oscillait entre la sanction pénale et la possibilité d'une réhabilitation, une condamnation assortie d'une peine alternative et d'une obligation de réparation morale et financière. Elle ne fut pas absoute, elle avait commis des actes, mais la justice prit en compte les motifs et les contextes, évitant toute caricature. Le moment le plus intense dans la salle fut la déposition de Lucas. Il n'y fut pas forcé. Il choisit de parler. Il parla d'une voix sans fioriture, racontant comment l'image qu'il avait de la maison l'avait aveuglé, comment la confiance devenue routine l'avait conforté dans l'ignorance. Il admit avoir fermé les yeux et exposa les mesures qu'il proposait pour que la maison soit gérée autrement. Son témoignage, loin de chercher l'auto-exonération, fut l'aveu d'un homme qui avait appris à considérer la vie des autres non comme un décor, mais comme un bien à protéger. Il signa des documents publics renonçant à certains pouvoirs de contrôle personnel sur le trust et proposa la composition d'un conseil pluraliste. La justice rendit non seulement une sanction, mais un cadre de réparation. Un comité de restitution fut formé, présidé par une personnalité neutre et composé de membres choisis par le tribunal et par les représentants du personnel. Les comptes furent ouverts. Un audit public fut ordonné et des pénalités appliquées aux fautes avérées. Le trust fut reconstitué selon les clauses retrouvées dans le cahier. Une part devait être destinée à l'éducation des enfants,
une autre à un fonds d'urgence pour le personnel, et une troisième à la création d'un espace communautaire. Le tribunal donna, en outre, mandat à la maison de transformer une partie du domaine en centre d'accueil et d'apprentissage. Un acte symbolique et matériel. Rendre au nom ce qu'il avait promis. Après le procès, les jours prirent une teinte étrange. Le soulagement connut des accès de critique. Certains employés virent des compensations matérielles. D'autres préférèrent contourner la lumière du public et repartir dans la discrétion. La presse eut son moment, puis s'éloigna. Mais dans la maison, un travail réel commença. La rédaction de statuts, la nomination de l'administrateur, les réunions publiques pour définir la mission du futur Williams House Project. Maya y joua un rôle central. Elle devint la voix qui articulait entre la pratique et la grandeur d'un objectif. Elle voulait que les enfants ne soient pas de simples bénéficiaires, mais des acteurs d'un programme qui portait dignité et avenir. La création du Williams House Project fut lente, concertée, souvent frustrante. Il fallut transformer des pièces, obtenir des autorisations, contacter des éducateurs, des psychologues, des architectes. On transformait ce même manoir, qui avait été symbole de hiérarchie, en un bâtiment à usage partagé. Salle de classe, atelier, logement temporaire pour familles en transition, et une cuisine communautaire où les cuisinières devenues formatrices apprendraient à transmettre savoir et recettes. On prévint les habitants du quartier, on organisa des réunions de consultation, certains voisins s'alarmaient du changement, d'autres y voyaient une chance. Des ateliers pour enfants furent organisés dès les premiers mois. Peinture, jardinage, lecture sous l'œil bienveillant de Carla et de Janet, qui désormais n'étaient plus seulement des employés, mais des animatrices reconnues pour leur expérience. Joshua y trouva sa place rapidement. Il était à la fois curieux et tranquille, un enfant habitué à la modestie, mais avide de nouvelles choses. Il passa ses après-midi à dessiner la maison, à collectionner des feuilles du chêne, à faire des courses pour des projets d'art plastique. Il aimait particulièrement un coin du jardin où Henry avait planté une haie de baies. Ces gestes de la vie ordinaire devinrent la clé d'une guérison silencieuse. La plaque commémorative qui devait sceller l'ouverture du projet fut discutée longuement. On voulait quelque chose qui ne fût pas de l'autre époque. Pas un nom gravé sur un bronze hiératique, mais une proposition modeste, collective. Ils choisirent finalement une mosaïque faite à partir des fragments du vase brisé, mêlée à morceaux de céramique offerts par des familles du quartier. L'idée plut à Maya. Le vase ne disparaissait pas, il se recomposait en quelque chose de nouveau. Les enfants collèrent l'étincelle. Chacun choisit un endroit pour une pièce. Joshua plaça la sienne à côté d'une photo de sa mère. Le geste fut simple et profond. Les éclats d'un héritage blessé étaient désormais un motif d'appartenance. Les premiers bénéficiaires du fonds d'éducation furent choisis selon des critères transparents. Enfants des employés, jeunes du quartier en transition, familles monoparentales. Des bourses de scolarité furent attribuées, un petit fonds d'urgence permit de régler des dettes médicales, et un programme de mentorat fut mis en place. Maya supervisa ces dossiers comme elle veillait un foyer, avec une fermeté douce, sans flatterie. Elle refusa les applaudissements inutiles. Elle préférait que le travail parle. Mais dans les soirées, quand elle rentrait chez elle, Joshua courant vers elle, elle sentait que la fatigue n'était plus seulement amère. Elle contenait une forme de fierté au long cours. La communauté se recomposa en cercle. Anciens employés se recroisant, voisins invités à la première fête ouverte, donateurs conviés à des ateliers. Lucas, qui avait pris un retrait solennel de certaines prérogatives, continuait d'apporter des ressources. Il avait préféré mettre sa notoriété au service d'un changement structurel, plutôt qu'en tête d'affiche. Il passait son temps à apprendre l'écoute. Un soir où ils s'assirent côte à côte sous le chêne, il dit à Maya, « Je ne sais pas si je mérite d'aider, mais je sais que je veux que cela dure. » Maya sourit sans théâtralité. Les mérites ne construisent pas des écoles. Le travail, oui. Il y eut des résistances persistantes. Quelques donateurs anciens restèrent réticents, certains voisins craignirent l'affluence, et des esprits cyniques murmurèrent que l'on n'effacerait pas des habitudes structurelles par des réunions et des mosaïques. Pourtant, la pratique quotidienne fit le reste.
Les réunions du conseil se tenaient désormais à heure fixe, avec un procès-verbal consultable. Les comptes étaient invérifiables, et le personnel pouvait signaler sans crainte. Les petites victoires étaient celles des jours. Un dossier révisé, un planning respecté, un enfant aidé à trouver un stage. Éléanore eut, quelques mois après la sentence, une lettre lui proposant un accompagnement professionnel si elle souhaitait se réinsérer. Elle refusa d'abord, puis accepta un programme de formation à la gestion des stocks et à l'administration. Le processus fut long et parfois douloureux. Elle devait affronter ses propres choix et la honte. Mais il y eut des instants de franchise, où elle avoua ses peurs et demanda pardon. La maison, cette fois, ne la chassa pas pour la venger. Elle lui proposa une porte. Pour Éléanore, cela ne fut pas une délivrance immédiate. Ce fut en revanche une possibilité de réapprendre à être humaine, sans que la peur ne dicte tous les gestes. La fête d'inauguration du Williams House Project fut organisée 1 an après la nuit, où le vase s'était brisé. On décida de la tenir sous le chêne, pour boucler le cercle. L'après-midi fut humide, comme si la pluie, ancienne compagne, venait encore purifier. Mais au lieu d'un orage, le ciel offrit une lumière tamisée. Les nuages se firent plus doux. Des enfants rirent, coururent, brandirent des dessins. Il y eut des discours brefs et mesurés. L'administrateur indépendant parla de gouvernance. Un représentant du personnel expliqua l'usage du fonds. Et Maya, enfin, prit la parole. Elle parla peu. Sa voix était claire, sans affaîtrie. Ce projet n'est pas une réparation complète. Il ne prétend pas guérir tout ce qu'ont subi plusieurs générations. Mais il veut tenir un espace sûr, pour apprendre, pour travailler, pour que des enfants n'aient pas à payer des erreurs qu'ils n'ont pas commises. Elle parla de Joshua sans dramatiser, comme on cite un exemple qui n'est pas le seul. Les applaudissements furent longs, non par adulation mais par reconnaissance que des vies avaient été replacées au centre. La mosaïque fut dévoilée. Les tesselles, assemblées par des mains petites et grandes, formaient un motif de vagues et de racines, un hommage discret aux chênes et à la pluie. On recueillit des murmures, « Regarde, c'est notre vase recomposé ». On vit des larmes, des sourires. Puis à la tombée de la nuit, on alluma des petites lanternes, et un feu d'artifice sobre monta au-dessus du parc. Les enfants criaient, assurés d'un monde plus grand. Lucas, debout un peu en retrait, souriait d'un sourire où se mêlaient la nostalgie et la résolution. Maya regardait son fils courir parmi les lanternes. Elle sut, dans un souffle, que la route serait longue, mais que la maison respirerait désormais de plusieurs poumons. Les mois qui suivirent transformèrent le Williams House Project en réalité durable. Des partenariats furent signés avec des écoles locales, des associations apportèrent des formations, et le Trust commença à verser des bourses. Les employés bénéficièrent d'une assurance santé améliorée, d'un planning respecté et d'un droit de parole institutionnalisé. On documenta les procédures, on forma des référents, et on mit en place un comité de suivi avec des représentants de la communauté. La maison n'était plus un lieu où l'on servait des ordres, elle devenait un foyer qui accueillait. Pour Lucas, la transformation fut lente et parfois douloureuse. Il dut aussi faire face à des conséquences, sa position vacilla, il perdit certains soutiens, et il dut accepter que son nom n'était plus synonyme d'un pouvoir incontesté. Mais il gagna en retour une tranquillité nouvelle. Il apprit à travailler à la marge et à légiférer la transparence. Il passa des heures à aider la bibliothèque du projet, explorant les archives, lisant avec des enfants et enseignant la curiosité plutôt que la domination. Maya, désormais directrice du programme, n'accepta pas tout. Elle refusa certaines propositions qui sentaient la mise en scène. Elle voulut des résultats concrets. Son leadership se construisit dans des gestes quotidiens. Régler une facture, écouter un employé, défendre une politique devant un donateur. Elle enseigna la patience combative. On ne gagne pas une maison en un jour, mais on peut y poser des pierres solides. Son regard sur le chêne demeurait tendre, et parfois elle emmenait Joshua le soir pour lui montrer où les tesselles de la mosaïque brillaient doucement. Il y eut des moments où le passé revint sous la forme de petites tempêtes. Un article critique, une ancienne procédure questionnée, une plainte d'un ancien fournisseur. Mais l'institution, désormais,
avait des garde-fous. Les comptes s'ouvraient, des sessions de médiation permirent de résoudre des conflits, et l'on apprit que la vraie tâche n'était pas d'effacer la mémoire, mais de l'inscrire dans des règles qui empêcheraient la répétition. La maison, avec le temps, parut respirer. Les pièces qui jadis exhalaient un ordre péremptoire s'ouvrirent à la rumeur des jeux d'enfants, aux odeurs de cuisine partagée, aux discussions sur des sujets banals qui, autrefois, n'avaient pas droit de citer. Le chêne planté au centre garda la trace des saisons. Il redevint un repère vivant. La pluie, quand elle vint, ne fut plus accusatrice. Elle devint un élément de la vie, lavant les allées, nourrissant la haie, berçant les ateliers de musique. Un soir, plusieurs années après la nuit du vase, Maya se rendit, seule sous le chêne. Le vent jouait dans les feuilles, et le clair de lune dessinait des ombres familières. Elle posa la main sur la mosaïque, sentit la rugosité des tesselles, se souvint de la boîte à déjeuner posée contre sa poitrine, de la honte, de la peur, mais aussi de la force qui l'avait poussée à dire non à la fatalité. Joshua dormait déjà, la respiration régulière d'un enfant qui sait qu'un parent veille. Maya pensa à tout ce qui avait changé. Des vies reconstruites, des normes écrites, des voix rendues. Elle sut, sans besoin d'en faire un discours, que la maison, désormais, ne pourrait plus être la même. Lucas la rejoignit, quelques pas derrière, sans manteau, le visage tourné vers les étoiles. Il avait pris, au fil des ans, un rythme différent, moins de sorties en société, plus d'heures passées à la bibliothèque du projet, moins d'exigences, plus d'écoute. Il s'arrêta à côté d'elle et ils restèrent silencieux. Aucun mot n'était nécessaire. Le chêne bruissait, comme pour rappeler que la patience tient parfois lieu de vérité. Ils levèrent les yeux. Les nuages se firent plus légers. La pluie, encore, envisageait de tomber, mais le ciel offrit d'abord un long souffle de clarté. Maya retira sa main de la mosaïque, la glissa dans celle de Lucas un instant, puis la retira. Le geste n'était ni promesse ni concession. Il était le simple constat d'un travail commun. La maison avait changé parce que des personnes avaient choisi d'exiger la dignité. Ce n'était pas un miracle, mais un effort soutenu, issu de consciences éveillées. Le projet n'effaça pas toutes les blessures. Des familles restèrent marquées. Certaines institutions se montrèrent toujours réticentes, et les inégalités persistaient au-delà du domaine. Mais une chose avait été accomplie. Un lieu qui avait été un symbole de séparation était devenu un espace de construction collective. Les enfants qui grandissaient entre ces murs n'avaient plus à apprendre que l'ordre des choses était immuable. Ils voyaient la coopération, la responsabilité, la justice comme des pratiques possibles. Au moment où la pluie finit par tomber, douce et régulière, elle n'effaça rien. Elle fit briller la mosaïque, glissa sur les feuilles du chêne et s'infiltra dans les terres du jardin où Henry avait planté une rangée d'ensoleillement pour les fleurs. Les lanternes, accrochées aux branches, reflétaient l'eau. Chaque goutte semblait dire que la vie continue, malgré les ruptures. Maya regarda Joshua dormir dans l'appartement, puis regarda les silhouettes réunies au loin, et murmura simplement « On continue ». Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, et ressentez que de tels récits doivent être partagés, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires humaines et soutenir des initiatives qui rendent la dignité tangible.